Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de littérature avec l'écrivaine Isabelle Flatten qui publie Un honnête homme, un livre pour lequel elle relève le défi de nous raconter Madame Bovary du point de vue de son mari. Nous pousserons les portes de la galerie de l'Arsenal à Metz pour y découvrir le bestiaire fantastique imaginé par Vincent Fournier et Sébastien Gaxi, tout cela sans oublier nos coups de cœur. Mais tout de suite, place à la musique avec un tout nouveau groupe dans le paysage mosellan, Chloé & Clyde, un groupe qui vient tout juste de dévoiler son premier album rock, Mort ou Vif, un album qui va nous faire voyager dans la ville de City 7, car vous allez le voir, c'est tout un univers que les deux artistes ont créé. Retrouvons-les au Nec de Marly, bienvenue. Je passe mes nuits blanches, plongées dans le noir. Je passe mes journées dans le brouillard. J'ai des pensées aléatoires. C'est l'ennui. Les ruelles et les trottoirs nous donnent une drôle de trajectoire. Les néons sur les boulevards se dressent comme des phares. Excitées pensées contradictoires. Ça m'ennuie. Chloé & Clyde, bonjour. Hello. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve ici au Nec de Marly, un lieu que vous connaissez bien puisque vous êtes originaire de Marly. On est ici pour parler de votre premier album qui vient tout juste de sortir. Il s'appelle Mort ou Vif. Il est décapant, futuriste, apocalyptique. Je ne sais pas comment vous le définissez. Vous, on parle de dystopique, c'est ça. On parle de pop cyber dystopique. Ça veut dire quoi ça? Alors la dystopie, c'est à la base, c'est surtout dans la littérature, dans les œuvres de science-fiction. Et la dystopie, c'est nos utopies qui ont échoué. C'est les sociétés modernes poussées à l'extrême, projetées dans le futur, dont on voit les limites et les échecs. Mais comment ça se traduit en musique? Ça se traduit par beaucoup de contrastes, ça se traduit déjà par du rock et beaucoup d'énergie, en tout cas c'est ce qu'on a voulu. De l'électro, du coup, pour le côté futuriste. Et puis des thématiques surtout, des thématiques de questionnement sur où va-t-on en tant qu'être humain, en tant que société. En tant qu'espèce. C'est ça, en tant qu'espèce. On essaie de projeter ces interrogations-là dans un futur évidemment exagéré pour en montrer les excès. Et du coup, ça donne nos thématiques de chansons. Alors, on va y revenir en détail dans quelques instants, mais peut-être avant cela, la rencontre, Chloé & Clyde. Bon, on connaît Bonnie et Clyde. C'est ça. Y a-t-il un clin d'œil? Le duo de choc, alors est-ce qu'il y a un clin d'œil ou pas? Et surtout, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui fait que ce duo, ce groupe est né? En fait, la rencontre s'est faite principalement sur scène, puisque Chloé, lorsqu'elle est arrivée sur Paris, on s'est retrouvés dans un projet commun. Et du coup, on s'est retrouvés donc à jouer ensemble, et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement différents, mais que cette différence créait un truc un peu électrique. Ça marchait. Et du coup, c'est un duo qu'ensuite on a continué de former sur d'autres projets, jusqu'au moment où on a eu envie de défendre notre univers, nos chansons, à la frontière de nos influences communes. Alors cet album, on l'a évoqué, Mort ou Vif, vous parliez d'une question finalement, peut-être une remise en question du monde aussi dans lequel nous vivons. C'est vraiment ça qui habite cet album, cette idée-là de questionner notre monde, interroger notre monde. C'est vrai qu'on est, et je suis très sensible aux questions écologiques, c'est une espèce de déclic que j'ai eu il y a quelques années, et du coup on en a beaucoup parlé, et on se retrouve sur beaucoup de choses. Et du coup on ne se reconnaît pas forcément dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, et tel qu'on a l'impression qu'il évolue. Et ça a été pour nous une manière finalement d'essayer d'être une réponse à notre époque en créant ce duo et en créant ces chansons. Alors, quand je dis une réponse, c'est pas, on n'apporte pas de réponse. On n'apporte pas de réponse, mais en tout cas, on trouvait pas ça dans la musique d'aujourd'hui, on trouvait pas ça dans l'art d'aujourd'hui qui résonnait suffisamment fort pour nous, et on a eu besoin d'aller dans cette brèche et puis de s'y engouffrer et de créer à partir de ça. En fait, ce projet, tu l'as dit au début, il est fait de contrastes.
puisque, encore une fois, c'est nos caractères qui sont extrêmement contrastés et qui forment cette musique. Et ces contrastes, on les retrouve partout. Donc on a évidemment Chloé and Clyde qui marque déjà une opposition, Mort ou Vif, on a des morceaux qui s'appellent Émotion et Raison, Renaître ou Disparaître. On essaie toujours comme ça d'affronter deux idées qui ont l'air de ne pas cohabiter ensemble et d'en faire quelque chose. On réfléchit à où on va en tant que société, mais aussi en tant que genre, par exemple. Enfin, les lignes sont vraiment en constante évolution, c'est une bonne chose. Donc on est comme ça pris entre le positif et le négatif de tous ces questionnements auxquels on fait face aujourd'hui, de tous ces défis qui nous attendent en fait. Sur terre, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Est-ce qu'on apprendra? L'avenir s'écrira quand on se prendra plus pour des rois. Renaître ou disparaître. Renaître ou disparaître. Alors pour défendre vos idées et votre musique, vous avez vraiment choisi d'incarner des personnages. On le voit là avec votre look, il y a vraiment Chloé and Clyde. Et puis tout cet univers, vous avez parlé de dystopie, et tout est travaillé vraiment. Ça, c'était important pour vous de nous emmener dans un autre univers? Déjà pour se dissocier un petit peu du présent. Et puis Clyde a une histoire avec le cinéma et il a été sur des plateaux de tournage, il a fait pas mal de choses et c'était important d'associer de l'image au son. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a un peu cette même sensibilité. Ça complète le package. On a des émotions peut-être un peu plus intenses quand elles sont couplées et à l'image et au son. Après, c'est vrai que c'est pas un album concept, ça s'écoute tout à fait en tant qu'album sans avoir l'histoire. L'histoire qu'on a créée autour, l'univers visuel qu'on a créé autour, il vient juste renforcer les choses et puis peut-être pour ceux à qui ça parle, ça fera ressentir les choses de manière un peu plus forte. Et seul au sommet de la terre, emmuré dans l'ivresse solitaire, s'il n'y a plus rien d'autre qui existe, qui se soucie qu'on soit mort, les ruelles se confondent en l'air. Les néons s'évaporent dans lumière. Alors revenons à la musique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est très rock. Également, c'est teinté d'électro. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre d'ailleurs à la radio. Finalement, ce rock chanté en français, c'est assez rare. Donc c'est une tonalité que vous vouliez donner et c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous a nourri musicalement ? Il y a pas mal de choses, pas mal de groupes. Toi, je sais que toute la culture du rock français, du punk rock, pour le coup plus américain, a beaucoup nourri. Moi, j'ai apporté aussi par quelques petites touches de variété française qui est aussi ma culture musicale. On parlait de Mylène Farmer, ça reste de la chanson. Avec tout cet aura dont tu parlais, mais c'est vrai que ça reste de la chanson. Et le choix du français a été finalement très simple à prendre. C'est notre langue maternelle. Pour véhiculer ce qu'on voulait dire, c'était beaucoup plus simple de le faire en français. Et puis je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Donc pour le coup, c'était facile de faire sonner le français. On avait des influx, on écoutait Starmania et Radiohead ensemble, et on s'est dit, voilà, c'est la direction qu'il faut prendre. Et sur le côté mélange des instruments, j'ai vraiment eu, pour le coup, là, moi, à cœur de me dire comment teinter le rock de la musique vraiment d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a un peu cette tradition dans le rock de se dire « Ah, l'autotune, par exemple, c'est pas chanté pour de vrai ». Moi, c'est vraiment des considérations, pour être honnête, je m'en fous un petit peu. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas prendre les méthodes de production de pop moderne, les autotunes, les claviers, les choses comme ça, et foutre ça dans le rock. Je pense que ça donnerait, je me suis dit que ça donnerait un mélange intéressant. On pense, et on n'est pas du tout les seuls à le penser, mais que finalement les changements
dans le monde global peuvent venir d'une forme d'art. Et en réponse, en tout cas à l'époque, on a voulu donner modestement notre pierre à l'édifice pour, pourquoi pas, essayer de donner une impulsion qui pourrait aller vers le mieux. Au départ de Chloé & Clyde, on s'était dit que ce serait bien qu'on arrive à représenter. On était très inspiré donc, par la place de l'homme dans l'univers, donc dans l'espace. C'était une phase où on regardait beaucoup de reportages sur l'espace, sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et on se disait finalement cet espace sombre, la moindre particule de lumière apparaît avec énormément d'intensité. Et on s'est dit si on arrivait à incarner ce truc-là de effectivement, il y a une forme de noirceur, de peur peut-être qui prend le pas, mais du coup de mettre comme ça des touches de lumière dans la musique. Et puis je pense qu'on a cette responsabilité en tant qu'artiste de stimuler l'imaginaire. Jusque-là, l'imaginaire était dans quelque chose de avoir du faste, de l'excès, de l'argent, etc. C'est stylé, c'est ça qui est sexy. De la technologie à outrance. Et on s'est dit peut-être qu'on a cette responsabilité de montrer que justement on peut, avec moins ou avec plus de sobriété, être quand même stylé, esthétique, etc. quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il est stylé cet album, on invite tous les téléspectateurs à se le procurer. Il s'appelle Mort ou Vif, il est signé Chloé & Clyde, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. On va s'empresser d'aller sur votre site internet pour connaître aussi les dates à venir. Et puis on vous souhaite bon vent, bonne route. Merci pour l'invitation. Merci. Qu'est-ce qui nous excite? Rien. On perd toute notion de mal ou de bien. Et on a décidé de ne plus rien décider. Soyons moyens, c'est le seul moyen qu'on ait d'exister. C'est pas qu'on croit en rien, c'est qu'on doute de tout. On lutte pour rester sain, par peur de devenir fou. On se dit qu'on est pour rien, qu'on vit dans le flou. Mais en vrai, on sait bien qu'on agit contre Et ouvrons à présent notre boîte à idées. Si je vous dis Le gendarme à Saint-Tropez, L'aile ou la cuisse ou encore La folie des grandeurs, vous pensez tout de suite, j'en suis sûre, à Louis de Funès. Louis de Funès, l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français, qui s'est retrouvé à l'affiche de près de 150 films. Louis de Funès qui nous a quittés en 1983 et auquel aujourd'hui est consacrée une exposition exceptionnelle à Vic-sur-Seille. De la mythique barbe de Rabbi Jacob à la combinaison de la soupe aux choux, ce sont plus de 150 pièces qui sont dévoilées sur 600 mètres carrés. Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille, nous en dit plus au micro d'Emma Facchetti et Lucie Philippot. On a souhaité accueillir cette exposition qu'on a découvert à Paris. C'était une magnifique exposition et on s'est dit pourquoi pas chez nous, ici, à Vic-sur-Seille, parce qu'on est aux portes de Metz, de Nancy. On est finalement sur un bassin d'agglomération assez proche et donc on peut attirer énormément de visiteurs. Dans l'autre sens, cette fois-ci, les agglomérations vers la ruralité, plutôt que parfois la ruralité vers des grandes villes qui sont plutôt prédisposées à accueillir ces expositions d'habitude. Voilà, ici sur ma gauche, l'iconique deux chevaux du film Le Cornio, reconstitué par un amateur qui est membre de l'Académie des Césars. C'est tout un symbole d'un des plus grands films de Gérard Rouy. Peinture, dessin, maquettes, costumes, vous allez plonger dans l'univers des films de Louis de Funès. Vous avez encore jusqu'au 20 mai pour en profiter. L'exposition est ouverte tous les jours, à l'exception du lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, salle des Carmes à Vic-sur-Seille. Et c'est une exposition d'un tout autre genre qui vous attend maintenant à la Galerie de l'Arsenal à Metz. Son nom, Octus Animalis, imaginé par deux artistes pour le moins complémentaires. Pousser les portes de la Galerie de l'Arsenal, c'est soudainement se retrouver projeté sur une île. Mais une île mirage, peuplée d'animaux extraordinaires. Des animaux découverts lors d'une expédition militaro-scientifique menée par le capitaine Levent. Il va rencontrer tous ces animaux un par un, donc c'est l'histoire de cette rencontre. Ils ont tous des dons paranormaux. Et il va guider ces animaux en bas de la montagne, qu'on voit au début de l'exposition. Ces animaux vont faire un grand concert aux étoiles, vont escalader la montagne, vont sauter dans le cosmos et devenir une nouvelle cosmogonie. Cette fable, Octus Animalis, l'animal augmenté, on la doit à deux artistes. Le photographe Vincent Fournier, qui s'intéresse aux chimères, à la manipulation du vivant, et le compositeur Sébastien Gaxi, qui nous offre ici un grand concert de ces animaux. Là, vous avez le phasme qui s'exprime. J'ai eu vraiment une approche en tant que compositeur naturaliste
à me mettre en contact avec les bioacousticiens et à vraiment découvrir ce monde merveilleux de la communication animale. Toute l'idée et tout le désir, c'est que quand vous êtes dans l'espace d'exposition, c'est le son qui est au-dessus de chaque animal qui va vous appeler à aller voir l'image et à aller voir l'animal. Donc tout d'un coup, le son propose des déplacements dans l'espace. Là, on a eu le chat, vous voyez. Hop, le cerf, le caïman. Et donc tout d'un coup, on se promène vraiment dans l'espace, on est attiré par les sons. Un voyage sonore, alternance de mise en musique d'animaux, de fragments de fables du capitaine ou d'improvisation de l'ensemble qui permet de découvrir l'exposition à son rythme. À noter que ce bestiaire fantastique a pu voir le jour grâce au prix Swiss Life à 4 mains, unique prix de photographie et de musique de France, que Vincent Fournier et Sébastien Gaxi ont remporté. Sans nul doute, leur bestiaire futuriste va vous surprendre, mais aussi vous inviter à réfléchir à ce que pourrait être la vie sur Terre demain. Et puis, c'était pas vrai que je n'aime pas les hommes. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Je suis certaine que vous avez été émerveillés, vous aussi. Pour découvrir cette exposition fantastique en vrai, la Galerie de l'Arsenal de Metz vous ouvre ses portes jusqu'au 21 mai. Et c'est un voyage littéraire auquel je vous convie à présent avec l'écrivaine Isabelle Flatten qui signe un tout nouveau roman, Un honnête homme, paru chez Anne Carrière. Un roman, vous allez le voir, qui entre en résonance avec le célèbre roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, Rencontre. Isabelle Flatten, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien, je suis ravie de te retrouver. La dernière fois, c'était à l'occasion de la sortie de La Folie de ma mère, paru aux éditions de Nouvelle Attila. Un roman pour le moins très intime, puisqu'il y était question de tes relations avec ta mère. Changement de registre aujourd'hui, avec Un homme honnête, paru cette fois aux éditions Anne Carrière. Un homme honnête que tout le monde connaît finalement, mais enfin pas aussi intimement qu'on va le faire ici dans ce livre, puisqu'il s'agit de Charles Bovary. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à cet homme ? Eh bien, chaque été, j'ai pour petit rituel de relire ou de découvrir un classique. Et comme nombre de personnes, j'avais lu Madame Bovary dans mon prime jeunesse, dans mon adolescence. J'en gardais un vague souvenir. Et puis donc, je l'ai relu il y a, je ne sais plus quand, quelques étés. Et évidemment, quand tu relis un livre, et surtout quand des décennies se sont écoulées, tu n'en fais pas du tout la même lecture. Ouais. Et là, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait un grand absent dans ce roman-là, c'était Charles. Et en fait, le roman commence avec lui, une scène que tout le monde connaît, la scène de son arrivée de la casquette, et puis il s'achève sur lui. Et en même temps, ce livre s'appelle Madame Bovary. Et c'est vrai que ça a généré une forme de frustration. Flaubert le présente, je le dis très sommairement, parce qu'il y a vraiment de quoi creuser, mais comme une sorte de Benet amoureux, et point. Et donc il subit, et ça s'arrête là. Et moi là, j'ai vraiment... il y avait une forme de frustration, et j'ai eu envie de creuser la question. Donc au final, tu as décidé de nous raconter Madame Bovary, du point de vue de Charles. Donc il a fallu complètement romancer finalement son histoire. Tu l'as inventé, tu l'as sublimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, à vrai dire, c'était une espèce de défi. Déjà, pour commencer, j'ai longuement hésité avant de m'attaquer à un monument de la littérature tel que Flaubert. Je me suis trouvée vraiment présomptueuse. Et puis, ça m'obsédait, j'ai pas d'autre mot, ça m'obsédait. Donc j'ai écrit un court texte entre-temps pour essayer de l'oublier, mais non, impossible. Donc je m'y suis attelée. Et en fait, le défi d'un honnête homme, c'est que j'ai suivi au plus près la trame du roman de Flaubert, et je me suis glissée dans les interstices laissés vacants par Flaubert, où j'ai développé certains passages, et puis bien sûr je me suis permis quelques fantaisies, mais pas beaucoup. Mais alors ce Charles, alors moi je l'ai découvert parce que finalement je me suis rendu compte que Madame Bovary je l'avais lu il y a très longtemps, que je l'avais oublié, et là j'ai découvert un homme que moi j'ai trouvé très amoureux, très romantique,
un homme idéaliste. Est-ce que c'est comme ça toi aussi que tu le vois? Parce que je le sens complètement vraiment amoureux de sa première femme déjà, en tout cas, même s'il n'est pas vraiment amoureux, qu'on l'a un peu marié par obligation, pour autant il est dévoué. Et avec Emma, c'est la même chose, il tombe fou amoureux d'elle et il sacrifie beaucoup pour elle, moi je trouve. Alors, moi je dirais qu'il est honnête, c'est un homme droit et un homme qui vraiment a à cœur de donner le meilleur de lui-même. Maintenant, je te laisse la responsabilité des qualificatifs que tu attribues à Charles, parce que c'est effectivement toute la raison de ma démarche, c'est-à-dire que chaque lecteur interprète un livre à sa façon. Et Madame Bovary, là, c'est vraiment, c'est le propre d'un grand livre, le livre de Flaubert, c'est qu'il est inépuisable. Et qu'on va y projeter des histoires à l'infini, je crois. La preuve, ne serait-ce qu'il y a eu à peu près un peu plus d'une vingtaine d'adaptations cinématographiques de ce livre. Donc c'est dire si le sujet... Et donc Charles, il est qui tu veux. Comme Emma Bovary, finalement. Qui tu veux. Moi, je la vois aussi un peu comme une pinéguette, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas, qui ne prend pas son amour et puis qui finalement rêve de faste, elle rêve d'autre chose et sa vie, elle est trop étriquée avec lui. Mais lui en souffre énormément, donc c'est une relation qui est très compliquée finalement. Je dirais que sa vie, elle est étriquée en général, c'est-à-dire que c'est la condition féminine dans les années milieu du 19e siècle, chaque fois je me trompe, elle étouffe dans sa vie conjugale, elle étouffe dans sa bourgade de province et qu'elle n'a aucune possibilité de s'épanouir et de se réaliser, hormis au travers des sentiments et éventuellement du paraître. Ce qui est, somme toute, l'archétype de la femme bourgeoise de cette époque-là. Oui, oui. Et Charles, face à elle, il est totalement impuissant. Il ne comprend pas. Il y a cette écriture aussi, parce que tu évoquais Flaubert, et quand on te lit, pour avoir lu tes précédents livres, là, il y a un exercice stylistique qui est complètement différent. On est embarqué dans ton écriture comme si on lisait un roman presque du 19e. Mais à chaque fois que j'écris un livre, peut-être que, je ne sais pas, tu as lu Adelphes à l'époque, tu t'en souviens peut-être pas, pour moi, il y a une forme de parallèle dans l'écriture entre celle que j'avais utilisée pour Adelphes et celle-ci. Et en fait, c'est malgré moi, en ce sens que c'est le propos qui induit l'écriture, la forme d'écriture que je vais utiliser. C'est quelque chose que je travaille, bien sûr, mais qui vient de manière un peu spontanée. Voilà, je n'avais pas du tout envie d'écrire ce livre d'une écriture oralisante ou moderne ou en utilisant des termes de franglais. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Tu disais que ce livre, il a été indispensable. En tout cas, Charles est venu à toi, tu n'as pas pu le quitter. Comment ça s'est passé dans l'écriture aussi? Est-ce que ça a été fastidieux? Est-ce que ça a été, j'imagine, aussi un long travail? Oui. Beaucoup de lecture aussi, peut-être, de Madame Bovary en parallèle, ou il a fallu laisser de côté aussi pour être vraiment toi? Plutôt ça. Ouais. Plutôt ça, parce qu'il y avait vraiment ce que je disais en préambule, une forme de... Je me demandais sans arrêt, mais est-ce que j'étais légitime? Voilà, je me suis vraiment posé la question de la légitimité. Mais tu es qui pour parler de ta... Et donc, à un moment donné, j'ai oublié Flaubert, j'ai foncé et je me suis dit, mais tu verras bien à la fin. Oui. Voilà. Ça fait peur? Oui. Oui. Et comme chaque fois qu'on écrit, finalement, ça fait peur et c'est aussi un plaisir inimaginable, une liberté absolue. Enfin, c'est ambigu, mais voilà. Oui. Comme j'aime souvent le demander à mes invités en fin d'entretien, qu'est-ce que tu dirais aux téléspectateurs pour les convaincre de passer un moment avec cet honnête homme? Peut-être que je leur dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu Madame Bovary pour lire mon livre, que c'est un roman que j'ai écrit, qui se lit de manière totalement indépendante, et que peut-être s'il y a des lecteurs ou des lectrices qui hésitent ou qui n'ont jamais ouvert un livre de Flaubert, ben voilà, c'est peut-être une occasion de faire connaissance de manière un peu biaisée, comme ça. Voilà ce que je dirais. Ah, puis je rajouterais, pardon, je dirais, c'est une histoire d'amour.
Une belle histoire d'amour. Moi, j'ai dévoré ce livre, Un honnête homme. Ça m'a donné aussi envie de relire Flaubert. En attendant, il est là, Un honnête homme, il est partout dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup de me l'avoir présenté. Merci Alicia, merci beaucoup à toi. Et l'heure est déjà venue de nous quitter en musique, direction le Galaxy d'Amnéville qui va accueillir le groupe So Floyd. Un groupe qui, vous l'avez deviné, reprend avec une incroyable fidélité les plus grands titres des Pink Floyd. Au programme, un show en 5 actes pour autant d'univers visuels et sonores qui vont retracer les différentes époques musicales du groupe. Le concert aura lieu le 7 avril prochain. Et vous savez quoi? Eh bien, la boîte à malice vous offre des places pour cette soirée. Il suffit d'envoyer un mail à concours@moselle.tv pour que la magie opère. Bonne chance! En attendant, moi je vous laisse avec eux en vol rock et psychédélique garanti. Bye bye! Hey, teacher, leave them kids alone. Can't keep my eyes from the circular sky. Tongue-tied and twisted, just another misfit pie. Your nerves and tattoos when the cold chill shatters. In the hours battered down your door, you better run. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.